Bonjour et bienvenue à cet épisode de Perspective en direct. Je m'appelle Normand Latour, je vous parle en direct de chez moi encore aujourd'hui. Pandémie oblige, les déplacements sont toujours difficiles vers l'Ontario, donc impossible de se rendre dans les bureaux de collèges et instituts Canada qui sont situés au Château-Laurier ou au centre-ville d'Ottawa. Nous consacrons notre émission aujourd'hui aux objectifs de développement durable tels qu'adoptés par les pays membres de l'ONU, des objectifs visant à créer essentiellement un monde meilleur. Il y a une échéance qui approche rapidement. Il serait intéressant de faire le point aujourd'hui avec nos invités pour savoir si nous sommes sur la bonne voie, pour mesurer l'ampleur de la tâche aussi et les progrès accomplis à ce jour. Je retrouverai donc dans quelques minutes ma co-animatrice aujourd'hui, Nathalie Baudouin, directrice générale du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, un cégep qui fait déjà beaucoup pour atteindre des objectifs de développement durable. Également avec nous ce midi, André-Yann Parent, directrice générale de Réalité climatique Canada, Chuck Odeningbo, qui est directeur fondateur et responsable supérieur d'allocution de service à l'ancêtre, et Jacqueline Rosebrook-Collignon, qui est responsable du développement durable des responsabilités sociétales à l'École de management de Grenoble. Management, je devrais dire. Permettez-moi tout de suite de souligner la contribution continue de nos partenaires corporatifs, Avis Budget, BGIS, Field Effect et la Toronto Dominion, qui soutiennent nos activités, notamment notre émission Perspective en direct et Perspective Live en anglais. Pour vous présenter notre émission, nous utilisons la plateforme interactive Slido. C'est une plateforme numérique où vous pouvez poser des questions, émettre des commentaires. Et pour vous y rendre, vous suivez le lien que vous verrez maintenant à l'écran. Et quand vous y serez, vous n'avez qu'à cliquer sur l'un des onglets qui va apparaître à la droite de votre écran. Et vous pourrez donc participer, émettre des commentaires et répondre tout de suite à la question en sondage que nous vous proposons maintenant. Puisqu'on en parle, allons-y. La mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 au Canada exigera des mesures concrètes et du leadership. Selon vous, le Canada est-il en voie d'atteindre ses objectifs? Vous avez deux choix de réponse, oui ou non. Je vous invite à répondre maintenant. J'invite maintenant la présidente directrice générale de Collège et Institut Canada à se joindre à moi, Denise Amiot. Bonjour, Denise. Bonjour, Normand. Denise, permettez-moi d'abord de vous inviter, comme vous le faites chaque mois, à reconnaître le territoire des Premières Nations. Absolument. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant, je veux remercier chaleureusement tous les participants à l'épisode Perspective en direct d'aujourd'hui qui porte sur un sujet très, très important, l'intégration de la durabilité ou encore du développement durable et de l'égalité intergénérationnelle dans le cadre des objectifs de développement durable. Alors, comme je le fais à chaque occasion, je veux reconnaître que la terre sur laquelle nous tenons notre émission virtuelle est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Denise, c'est un très large sujet quand on parle des ODD, mais combien important? Hein? Absolument. Le développement durable, ça demeure une priorité pour notre association Collège et Institut Canada et pour les membres. Vous savez, en 2015, le programme de développement durable à l'horizon 2030 a été adopté par tous les États membres des Nations unies. Et au cœur de ce programme, il y a 17 objectifs de développement durable qui sont en fait des appels à l'action pour mettre fin à la pauvreté, pour protéger la planète, pour veiller à ce que nous puissions vivre en paix et dans la prospérité d'ici 2030. Et avant de poursuivre, Denis, je propose qu'on regarde ensemble un court extrait vidéo qui présente justement les 17 objectifs, parce qu'on ne les connaissait pas tous par cœur, évidemment. Ça va vous donner une bonne idée de quoi on parle et de quoi on va parler aujourd'hui. On regarde.
Bon, alors, vous avez certainement reconnu donc le logo, l'épinglette que je porte ici, que le docteur Arruda, qu'on voit beaucoup à la télévision de Radio-Canada, porte régulièrement lorsqu'il fait ses présentations devant les médias. Donc, on voit, Denise, c'est vraiment 17 objectifs. Et ils sont tous différents, mais ils sont tous interreliés. Comment est-ce qu'on va aborder donc cette question-là dans le cadre des ODD, de la durabilité, dans l'optique de l'égalité intergénérationnelle aujourd'hui? Dans un premier temps, Normand, il faut dire que la définition de développement durable, la plus reconnue, c'est vraiment un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Un peu à l'approche autochtone où on entend souvent que quand on prend des décisions, on les prend pour les 7 générations à venir. Et la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signée par 154 États, y compris le Canada, a mis l'équité intergénérationnelle comme principe de base du régime international de changement climatique. Et ça, c'est important. Parce que pour assurer le développement durable, il y a vraiment 3 éléments essentiels. D'une part, la croissance économique, l'intégration sociale et la protection environnementale. Et c'est évident que de nos jours, si on pense à la génération Z, celle qui est née après 1996, alors ni toi ni moi, Normand, considère que les changements climatiques sont le plus grand problème de notre époque. Et ça, dans tous les sondages. Et beaucoup d'étudiants à travers le monde ont clairement exprimé que leur avenir est en jeu. Par contre, lorsqu'il est question d'action climatique, les jeunes ne sont qu'un seul groupe démographique parmi tant d'autres. Et une approche intergénérationnelle qui tire profit des forces et des atouts de chaque génération est très, très importante, et ce, dans toute sa diversité. Alors, Denise, quel est le rôle de CICAN dans cette optique, alors? Alors, nous, on est une association nationale qui a des retombées partout au Canada et dans le monde. Et notre vision, à nous comme association, c'est un avenir meilleur pour les individus et les collectivités. Et nous devons de supporter nos membres et les 17 objectifs de développement durable, les ODD comme on les appelle, parce qu'ils nous offrent un cadre commun qui est idéal avec notre engagement comme association et comme nos membres à ne laisser personne de côté. Ça veut dire que on a à cœur l'éducation de qualité. Ça veut dire l'ODD 4. Si je pense à des possibilités de perfectionnement pour les Canadiennes et les Canadiens, pour optimiser leur participation au marché du travail, ça, c'est l'ODD 8. Si je pense à la prospérité pour tous, c'est à la fois l'ODD 5 et l'ODD 10. Et si je pense à la durabilité et l'action climatique, c'est l'ODD 13. Et ces ODD-là sont indispensables si nous voulons réussir dans tous ces domaines. Et nous, ce qu'on a décidé comme association, c'est on a décidé d'intégrer les ODD dans notre plan stratégique et on a même signé l'accord sur les ODD en septembre dernier. Et dernièrement, on a publié un exposé de position sur le rôle unique et essentiel du secteur collégial dans la réalisation d'une économie carbone neutre d'ici 2050. Et vous pouvez voir le lien sur slide. Et ce document-là décrit le besoin
d'innover dans le domaine du développement durable. Et ce document-là parle de l'enseignement des nouvelles compétences écologiques, de trouver des nouvelles possibilités commerciales pour les entreprises canadiennes avec notre recherche appliquée, par exemple, d'apporter de nouvelles solutions scientifiques et technologiques dans le cadre d'une économie verte. Et on est bien conscient que les collèges, les instituts, les cégeps, les polytechniques ont une vaste empreinte sur le pays. Ils ont aussi une expertise pour doter les étudiants de compétences d'emploi et avec la filière d'innovation en recherche appliquée pour les petites et moyennes entreprises, on touche à plusieurs aspects. Ça veut dire que nos membres sont essentiels à la transition vers un Canada carbone neutre. Et en tant qu'employeurs, nous, Collège et Institut Canada, on reconnaît que ces engagements en matière de durabilité ont aussi un impact sur le recrutement et la rétention des employés. Et le calibre des employés que nous attirons est lié notamment à notre engagement envers les ODD et le développement durable. Il n'y a pas une rencontre que je fais avec mes petits groupes de 5 nouveaux employés où il n'y a pas une personne qui me dit, moi, ce qui m'a attiré à venir travailler chez vous, c'était votre engagement envers les ODD. Ça veut dire qu'on est très conscient que ne pas agir, ça aurait des effets néfastes au niveau de nos employés, mais aussi pour nos membres. Oui. On va le voir avec Nathalie tantôt, mais déjà, il y a déjà des exemples très, très concrets de choses qui sont produites dans les collèges, dans les instituts partout au pays. Absolument, absolument. Écoute, je pourrais te donner quelques exemples. On sait par exemple que au Québec, le Collège Dawson a remporté un prix pour son engagement à demeurer carbone neutre pour toujours. On sait que les collèges et les instituts économisent des centaines de milliers de dollars par année en coûts de service parce que ils s'assurent qu'il y a une conservation énergétique ou ils utilisent de l'énergie renouvelable. On sait qu'on a un collège, entre autres, Bow Valley, qui est à Calgary, qui se sert, lui, des ODD pour présenter les impacts environnementaux, sociaux et économiques dans toutes ses activités quotidiennes. Et je vais juste donner un dernier exemple, c'est qu'on a 6 de nos membres d'un peu partout au pays qui ont signé l'accord sur les ODD. Alors qu'on parle de Nova Scotia Community College, du Collège Sheridan, Confederations, Lethbridge, Olds ou même Selkirk. Et puis, on a même 2 associations étudiantes de nos membres qui ont aussi signé l'accord. Puis aujourd'hui, avec votre co-animatrice, Nathalie Beaudoin, du Cégep, elle va pouvoir vous faire part du leadership de son propre collège en matière d'ODD. Alors, on est très content d'avoir ce panel-là aujourd'hui parce qu'on pense que quand on parle avec plusieurs générations en même temps, ensemble, on va pouvoir y arriver. Eh bien, allons à la conversation tout de suite. Merci mille fois, Denise, d'avoir mis la table pour nous. On va se revoir en toute fin d'émission. C'est le moment tout de suite de retrouver ma collègue Nathalie, ma co-animatrice aujourd'hui. Bonjour, Nathalie Beaudoin. Bonjour, M. Latour. Nathalie, 45 ans plus tôt, vous auriez été ma directrice. J'ai étudié au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, moi. Mais... Vous êtes un fier diplômé de notre Cégep. On est très heureux. Oui, c'est ça. Mais en fait, mais il y a 45 ans, vous étiez probablement même pas au monde. Alors, ça fait quand même longtemps. Le Cégep de Saint-Jean, Nathalie, est déjà engagé dans la route des ODD. Là. Tout à fait, Normand. Depuis l'adoption de notre nouveau plan stratégique 2019-2024, un des axes, nous avons 5 axes de développement. Un des axes est éco-citoyen modèle dans le Haut-Richelieu et dans son réseau également. Alors, on a des objectifs
fort ambitieux. On a commencé déjà le travail dès 2019 et je vous dirais, en temps de pandémie également, on a fait des avancées au niveau environnemental et c'était ça une des belles surprises dans toute cette gestion de crise pandémique. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on participe à un travail de collaboration avec SICAN sur le groupe de travail Impact avec plusieurs collèges. Cette initiative est une des nombreuses initiatives qu'il y a au pays parce que ça appartient vraiment au cégep, au collège, de lancer ces initiatives-là, pour que les jeunes puissent prendre la relève et poursuivre dans cette route-là. Tout à fait. C'est une volonté de la communauté collégiale qui a travaillé vraiment en équipe pour faire ce plan stratégique-là et d'identifier le développement durable comme un axe prioritaire de notre collège. Oui. Je n'ai pas vu les résultats de notre sondage, mais on va regarder ça ensemble tout de suite si vous le voulez bien. Alors, la question, c'était simple. Oui ou non, est-ce que vous croyez qu'on est sur la bonne voie? On devrait être en mesure de vous montrer les résultats. Andrew, on peut présenter peut-être l'image, sinon j'y reviendrai un petit peu plus tard si on n'y a pas accès maintenant. Ce que je vous propose d'abord, avant de commencer, tiens, la voici. Donc, on a l'impression qu'il y a encore pas mal de travail à faire, Nathalie, j'ai l'impression, hein? Tout à fait. On n'est pas étonné, mais en même temps, c'est tout un défi, un levier là, pour toutes nos générations. Bon. Alors, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, 2 entretiens que j'ai eu le plaisir de réaliser la semaine dernière. D'abord avec Mélodie Dubuc. Mélodie est technicienne en santé animale. Elle est diplômée du Collège Boréal à Sudbury. Sa réflexion est vraiment très intéressante là-dessus. Et ensuite, on va entendre tout de suite Zaï Saint-Pierre-Bourdelais. Zaï est diplômée du programme d'architecture, bâtiment et construction du Cégep du Vieux-Montréal. Je vous propose de les écouter et ensuite, on lance la conversation. En fait, je trouve que c'est super important, les objectifs de développement durable, pour pouvoir grandir en tant que société. Et là, c'est là où nous autres, qu'on prenne une décision. OK, est-ce qu'on va continuer à aller de l'avant? Être égoïste avec nos manières humaines, puis continuer à bâtir, puis bâtir, puis bâtir. On se fout de tout, autre que la croissance, puis l'économie. Tant qu'on a de l'argent, on est correct, right? Non, on n'est pas tout seul. En tant que tel, les ODD que j'ai remarqué qui me touchent de plus, ce serait la vie aquatique, la vie terrestre, l'éducation de qualité, parce que si on n'a pas d'éducation, c'est sûr, si on ne connaît pas que ça n'existe pas, on ne peut pas faire mieux. Donc, d'éduquer les gens sur ce qui se passe, c'est super important. Puis aussi de faire des partenariats. Une personne peut essayer de faire tous les efforts au monde, mais c'est limité quand même. Mais c'est vraiment quand l'union fait la force. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on peut vraiment faire un impact, en fait. L'éducation, bâtir des partenariats, vie aquatique, puis vie terrestre. C'est un peu partout, mais ça fait-tu du sens? Oui. T'es pleine d'espoir, en tout cas, c'est sûr. Puis c'est clair qu'on peut faire quelque chose. Hein? Oui, exactement. Les objectifs de développement durable, c'est important pour moi parce que ça permet de comprendre l'enjeu des changements climatiques de manière plus complexe et plus globale. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'on commence à penser au changement climatique ou tous les enjeux qu'on va devoir s'attaquer dans les prochaines années, ça devient un peu comme un mélange de plein de choses en même temps. Mais les objectifs de développement durable nous permettent d'identifier 17 solutions qu'on doit toutes innover en même temps pour nous permettre en fait de réussir notre objectif qui est une planète durable à léguer pour les futures générations. C'est que toutes les problématiques qu'on voit sur la planète, que ce soit la pauvreté, la faim, l'inégalité entre les genres, sont toutes reliées à une manière de percevoir notre planète et une manière d'interagir les uns avec les autres. En faisant plein de projets que j'ai faits, par exemple, dans mon parcours au Cégep du Vieux-Montréal, en ayant l'occasion de m'impliquer, j'ai réalisé que ces objectifs-là, en fait, sont déjà autour de nous quand on s'implique. Peu importe où est-ce que tu es dans la société, les objectifs de développement durable permettent à tout le monde d'avoir un impact sur la société. Rêver le futur différemment. Donc moi, c'est ça, j'étudie en architecture, puis je rêve de concevoir des projets qui vont construire le monde de demain, mais je suis rendu conscient que l'ensemble de notre planète est maintenant notre projet commun pour l'avenir. Donc, les objectifs de développement durable me permettent un peu de utiliser ces concepts-là comme une forme de plan d'architecture de manière qu'on devrait tous aborder le futur ensemble et la planète. Et Nathalie, j'en viens à la conclusion que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que les objectifs de développement durable, ces objectifs-là sont des solutions. Loin, ce n'est pas des obstacles, pas du tout.
Oui, effectivement, Normand, c'est des solutions qui sont globales et qui prennent en compte les éléments essentiels pour opérer ces changements-là. Et c'est ça que je pense avec nos 17 objectifs. Vraiment, c'est une approche globale de tout ça. Alors, je vous laisse nous présenter vos invités, Nathalie. On vous écoute avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Normand. Merci, Denise, pour la mise en contexte qui est fort intéressante. Et je souhaite la bienvenue à nos chers invités. Nous sommes privilégiés d'avoir autour de nous cette table d'experts et d'expertes. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que je vais animer cette période de questions. Donc, sans plus tarder, je vais rappeler la définition du développement durable la plus reconnue. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs. Et les témoignages de nos deux étudiants collégiaux sont très éloquents sur les défis que nous avons à l'heure actuelle et qui se présentent à nous. Alors, sans plus tarder, chers invités, je vais vous lancer la première question. En gardant en tête les piliers du développement durable, donc la croissance économique, l'inclusion sociale et la protection environnementale, pourquoi l'équité intergénérationnelle est-elle importante dans la lutte contre les changements climatiques? Alors, je vous lance cette première question. Merci. Je peux commencer. Ah. Alors, Chuck, est-ce que vous voulez commencer? OK, d'accord. C'est toujours maladroit quand on est en ligne parce qu'on voit pas comme le signe social et les gesticulations qui fait en sorte qu'on sait que quand on va parler. Mais en gros, quand je pense au développement durable, souvent ce qui vient à l'esprit est au fait que c'est pas balancé. So, quand on pense aux 3 piliers de développement durable, on voit côté économique, côté social et côté environnemental. Et si on pense à l'idée de développement durable, c'est quelque chose qui a besoin qu'on balance le présent avec l'avenir. Cette idée qu'on a besoin de vivre des belles vies au présent tout en gardant en contexte l'importance de l'avenir et l'importance des futures générations. So, quand on regarde les piliers économiques et s'accès aujourd'hui. Les piliers sociaux et s'accès aujourd'hui. Mais les piliers environnementaux, les seuls piliers qui regardent l'avenir. Et donc, ça fait en sorte que nous, les êtres humains, on a l'habitude de vraiment prendre ce pilier. Parce que l'affaire est comme, on sait toutes et tous, les piliers sont interliés. C'est pas vraiment des piliers, c'est plus comme, c'est plus des lignes, des fils qui s'entremêlent. Mais on le met en pilier pour que ça soit simplifié. Mais le problème en le mettant en pilier, et qu'on a l'habitude, et on voit ça souvent avec plusieurs projets de développement, parce que chaque projet au Canada a besoin de montrer à quel point ils sont bons sur le côté du développement durable. Tous les projets ont l'habitude de focaliser sur l'économie et la société. Ils ont l'habitude de dire, ah mais non, on a touché 2 piliers sur toi, c'est déjà bon. Et donc, ça fait en sorte qu'on regarde plus de l'avenir. So, quand on parle de l'équité intergénérationnelle, ce qui est quand même important est de reconnaître à quel point on a besoin de reconnaître toutes les générations. Donc, ça veut dire que oui, on a besoin de regarder les générations actuelles quand on regarde l'économie, la société, mais on a besoin également de regarder et de reconnaître la génération qui n'est pas encore ici, les générations qui n'est pas encore née. So, quand on parle de l'équité intergénérationnelle, oui, c'est important d'avoir plusieurs générations qui travaillent ensemble, qui sont nées à travers plusieurs décennies, mais c'est également important de travailler pour les générations qui ne sont pas encore ici, qui seront impactées par nos décisions. Et donc, si on a seulement un pilier qui regarde l'avenir, qui est le pilier environnemental, ça fait en sorte que ça, c'est moins la priorité. Et la plupart du temps, c'est subconscient, mais si on a 3 piliers, puis les 2 qui s'axent sur le présent et 1 qui s'axe sur l'avenir, ça fait en sorte que vraiment, on pense plus au présent, ce qui nous a mené à où on est aujourd'hui, où on a des problèmes par rapport au changement climatique, et aussi pourquoi on a autant de défis à réaliser nos objectifs de 2030 à l'échelle canadienne, parce que
On voit toujours le débat. Ah, mais non, l'économie. Ah, mais non, la société, les boulots, les emplois, telle chose, telle chose, telle chose. Mais on ne parle pas souvent de comme, ah, mais non, mais les enfants de mes enfants, ben, on va parler de eux, mais les enfants de mes enfants, en 10 générations, est-ce que ça serait encore comme un bel monde? Est-ce que c'est un bon monde? Est-ce que ça serait encore un monde où on veut vivre? Est-ce que ça serait un monde où il y a même une économie? Parce qu'on sait à quel point que le changement climatique peut impacter de manière néfaste l'économie. Donc, je vais me retenir un peu pour laisser la parole à mes... ouais. Merci. Je crois qu'Andréane, vous vouliez aussi intervenir. Allez-y. Ben oui, avec plaisir. Effectivement, en fait, lorsqu'on réfléchit au concept de justice intergénérationnelle et même de justice climatique, c'est qu'on réfléchit vraiment qui contribue le plus au changement climatique et qui subira le plus les impacts. Et on remarque en fait qu'on regarde dans une perspective de génération, il y a des impacts disproportionnés pour ceux qui ont le moins contribué à ces changements climatiques. Donc, comme Chuck parle justement très habilement de la relation au temps, on se rend compte qu'en fait, ici et maintenant, on a un pouvoir d'agir, on a un momentum d'ici 2030 pour mettre en œuvre des politiques publiques qui sont suffisamment ambitieuses, qui répondent aux exigences de la science, qui répondent aussi aux engagements qu'on a tenus, que ce soit par les objectifs de développement durable ou encore par l'accord de Paris, qui nous engagent vraiment à mettre en œuvre des solutions qui fonctionnent. Et c'est là où on se rend compte qu'en réalité, on a ces solutions-là qui nous permettent de redéfinir un mode de vie équilibré avec la planète, avec les espèces vivantes. Mais pour ça, ça nous demande de redéfinir certains paradigmes sociaux. Chuck aussi parlait de la dimension, Mélodie en parlait également dans son intervention dans la vidéo, de la dimension économique. Et le problème, c'est que souvent, on associe prospérité économique à une notion de croissance. Or, on le sait, on le remarque de plus en plus, que ce concept-là de croissance infinie, illimitée, ne fonctionne pas, ne nous permet pas de vivre de façon équilibrée avec la planète et pose en fait des préjudices pour les générations futures. Alors, la crise climatique nous offre aussi, on le voit souvent comme quelque chose qui va bouleverser nos modes de vie, mais ça nous permet aussi d'affronter de plein front toute une série d'inégalités sociales, notamment générationnelles, mais aussi en matière de justice liée au genre, en matière économique aussi, les inégalités par rapport aux conditions socio-économiques, et de co-créer un modèle de société qui répond réellement aux défis qui sont posés et qui répond réellement aux objectifs de développement durable. Parce que c'est ça, en fait, la feuille de route que nous offrent les objectifs de développement durable, c'est aussi de réfléchir comment on les met en opération. Comment, au niveau local, on est capable de se les approprier pour qu'ils fassent sens. Et lorsqu'on regarde même à l'échelle canadienne, on a tendance parfois à pointer du doigt certaines provinces qui ont une économie, notamment qui est beaucoup plus dépendante aux énergies fossiles. Et lorsqu'on pose la question aux gens qui habitent là, en réalité, ce à quoi ils sont attachés, c'est le fait d'avoir un travail, c'est le fait de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, de vivre dans la dignité. Et il y a là-dessus, l'adhésion à une volonté de changer et répondre à l'urgence de la crise climatique est présente. Mais par contre, ce que les gens demandent, c'est un réel plan de transition qui les inclut, qui leur permette d'avoir des bonnes conditions de travail. Et lorsqu'on regarde, en fait, ce que nous offre aussi la crise climatique, c'est un projet de société qui nous permet d'avoir toute une série de diversification de l'économie, des emplois de qualité, de réfléchir justement à toute une série d'inégalités que notre modèle actuel ne nous permet pas de façon efficace d'affronter, que ce soit profondément anticolonial, antiraciste, et d'affronter tous ces enjeux-là. Alors, c'est une occasion incroyable qu'on a de répondre à cette urgence ici et maintenant et de redéfinir un vivre ensemble qui inclut réellement tout le monde et, comme Denise le mentionnait, qui ne laisse personne derrière, personne de côté. Merci Andréane, merci Chuck. Alors, des éléments clés, la balance avec le présent, l'avenir, les piliers. On parle d'un nouveau paradigme aussi, de revoir un peu le concept de la croissance économique dans l'inclusion totale. Et on a la chance également d'avoir une invitée directement de Grenoble aujourd'hui. Alors, Jacqueline, de votre côté, selon vous, quelles sont les opportunités de faire progresser l'équité intergénérationnelle dans votre travail?
Je pense que je viens d'entendre beaucoup de choses qui m'ont ravie et les voix intergénérationnelles qui sont beaucoup plus entendues, c'est-à-dire il y a plus d'équité et écoute dans ces voix-là. Pour moi, l'intergénérationnalité, ça montre le besoin et la nécessité, et puis ces voix émergents et même sur ce qu'on entend beaucoup en ce moment, communautaire, parce que pendant longtemps, on était bien longtemps séparés où des voix n'étaient pas entendues. Et ça nous ramène à ces trois piliers du développement durable, mais aussi que je rajouterais même ce qui est fondamental, on pourrait rajouter même un quatrième, et c'est un sujet sur lequel on travaille à Grenoble École de Management, je rajouterais la paix. On est sur les trois P, people, planète, prospérité et paix. Et c'est ce besoin d'approche et d'écoute et d'entente et de compréhension de cette interconnectivité entre générations, entre le passé et vers ce nouveau paradigme de co-construction de l'avenir et ces approches systémiques qu'on a bien évoquées avec les ODD, qui me donnent beaucoup d'espoir et qui me ravit d'être parmi des gens qui portent ces sujets, qui ont été longtemps portés aussi. Ça, c'est quelque chose d'important de ne pas oublier que ces sujets ont été portés, mais peut-être pas bien entendus, peut-être pas bien diffusés depuis très très longtemps. Et maintenant, ce qui fait la différence, c'est que des générations d'aujourd'hui, des jeunes et ceux qui portent l'avenir en eux, sont ceux qui portent ces messages-là. Merci, Jacqueline. Donc, planète, prospérité, paix, co-construction. Ça m'amène à une autre question sur les réformes environnementales. Les réformes environnementales nécessitent un engagement à long terme, justement. On a parlé du présent, on a parlé de l'avenir. Comment pouvons-nous surmonter les obstacles de la vision à court terme qui nuisent à la réforme environnementale pour mettre le Canada sur la bonne voie? Moi, je peux pas parler pour Canada, mais je peux parler au niveau international. Je pense que ça passe beaucoup par la politique et les engagements très forts au niveau législatif, national et international, et les ententes qu'on arrive à créer et qu'on crée ensemble, et ces engagements qu'on doit tenir. Et du point de vue canadien, Andréane et Chuck, comment on peut penser surmonter justement ces visions-là, cette vision à court terme qui met des obstacles, qui met des brèches dans notre objectif et dans nos idéaux aussi? Ni Chuck ni moi osons prendre la parole, on ne veut pas se couper ni l'un ni l'autre. Andréane, allez-y. Je peux y aller. Alors, effectivement, c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime. Il faut comprendre que le Canada est un cancre environnemental. On a raté systématiquement l'ensemble des cibles qu'on s'était fixées. Alors, l'appréhension qu'on a est tout à fait légitime. Et effectivement, le message d'urgence qui est martelé et répété par les mouvements jeunesse notamment est tout à fait juste. Alors, prendre des engagements, certes, mais comment on s'assure d'une imputabilité? Alors, c'est quelque chose qui a été également mentionné, la dimension d'éducation et de littératie des politiques publiques est extrêmement importante. Comment on peut s'assurer que la population comprend bien les engagements qui sont pris par le Canada? Quelles sont les façons de mesurer un impact réel, de réduire les risques de ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment, donc des politiques qui semblent vertes, mais qui en réalité ont très, très peu d'impact, autant au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'au niveau de l'amélioration des conditions de vie. Et donc, pour ça, en tout cas, au projet de la réalité climatique, nous, notre modèle est fondé sur le fait d'outiller des gens de tous les pans de la société à devenir eux-mêmes des communicateurs de confiance sur la gravité de la crise climatique et être capables d'adapter ce message-là dans leur propre réseau d'influence. Pour donner un exemple, on a une Ligue nationale du climat qui sont des citoyens comme vous et moi qui veulent s'assurer que les mesures qui sont mises en œuvre au niveau municipal répondent vraiment à l'urgence de la crise et permettent justement de toucher toute une autre série d'enjeux qui sont interreliés avec la crise climatique, donc des enjeux de santé publique, de sécurité publique, etc. Et pour ce faire, on a toute une série d'indicateurs qui vont de la qualité de l'air
en passant par le logement social, par exemple, où on mesure des données qui sont ouvertes, publiques, qui sont accessibles à tous pour regarder c'est quoi les meilleures pratiques au Canada à ce niveau-là. Et on se rend compte qu'effectivement, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la population comprenne bien c'est quoi les types d'engagements qu'on veut avoir. Et en ce moment, si on veut mettre le doigt sur des choses qui peuvent faire une différence, il y a un projet de loi en ce moment, le projet de loi C12, la loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050. Alors, c'est un titre long comme le bras, mais l'élément, le mot-clé à retenir, c'est vraiment cette notion-là d'imputabilité. On a une occasion au Canada, ici, avec ce projet de loi, de s'assurer et de faire la pression pour que nos élus mettent en place des mécanismes de contrôle qui sont plus importants, qu'on se dote effectivement d'ambitions qui sont aussi à court terme. Quelles sont nos ambitions en 2030? Pas seulement en 2050. On ne veut pas repousser ce fardeau-là pour les générations futures. De s'assurer également d'avoir des rapports de reddition de comptes. On en est où? Est-ce qu'on atteint nos objectifs ou est-ce que ça va moins bien? Comment on arrive à compenser pour ces effets-là? Et aussi de s'assurer que c'est bien ancré à la fois dans la participation citoyenne, donc comme on en parlait tout à l'heure, que les citoyens sont impliqués dans la définition de ce plan de match, que ça a des impacts au niveau aussi de l'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail, et surtout que ce soit ancré dans la science. Donc, on ne veut pas seulement des solutions technocratiques ou des solutions technologiques ou justement des technologies qui n'existent pas vont nous sauver en 2040. On veut des solutions ici et maintenant et elles existent. Et on sait que ça commence déjà par arrêter tout financement aux énergies fossiles, aux industries fossiles, ce qui n'est pas encore le cas. Le Canada finance encore à coups de milliards les énergies fossiles. Alors, on ne peut pas à la fois, justement, c'est Rosalie Thibault, une leader du mouvement de la sève, qui disait, c'est comme si la santé publique nous disait qu'il faut tousser dans son coude pour faire face à la pandémie de la COVID. Alors non, ce n'est pas à la hauteur de la crise. On doit arrêter de financer les énergies fossiles si on veut vraiment s'assurer qu'on amorce cette transition. Fort intéressant. Donc, une approche aussi pas par pas, je crois, à court terme et à moyen terme, puis sûrement célébrer les bons coups également, parce que les défis sont immenses et il faut mobiliser l'ensemble de la société autour de ces objectifs-là, je crois. Donc, il faut aussi célébrer, mais avec des indicateurs en se basant sur la science, c'est fort intéressant. Chuck, je vais aller vers l'autre question, puisque le temps avance quand même rapidement. Dans cette optique, quel est le rôle des établissements postsecondaires? Parce qu'on a parlé, on a entendu nos deux étudiants, la formation, c'est une clé importante. Donc, quel est le rôle des établissements postsecondaires dans la promotion de l'équité intergénérationnelle dans le développement durable? Oh, ça, c'est une question pas mal difficile, mais moi, je dirais, la première chose qu'on a besoin de faire et on a besoin de partager avec tout le monde est vraiment la réalisation que tout est lié. Il y a cette idée que, comme Andréane a mentionné, cette idée que c'est juste une question de technologie, c'est juste une question de telle chose, c'est juste une question de telle chose. Et en effet, c'est même pas vrai. On a besoin de se rendre compte que, par exemple, le mouvement pour la justice raciale, ça, c'est un mouvement pour le climat. Le mouvement pour le mouvement féministe, ça, c'est un mouvement pour le climat. Si on prend, par exemple, le fait que dans notre société actuelle, je vais utiliser Canada vraiment pour souligner ça. En anglais et en français, on a féminisé la nature. Right? On parle souvent de mère nature, mother nature. On parle de la nature. Si on parle de choses qui se trouvent dans la mer, c'est toujours féminin. Même en anglais, on parle un bateau est toujours féminin. Vraiment, on a féminisé la nature. Mais dans notre société actuelle, on sait qu'il n'y a pas une parité de hommes-femmes dans la plupart des industries. On sait qu'il y a comme il y a comme un gap de salaire. Il y a une différence salariale entre les hommes et les femmes pour le même genre de travail. Et donc, ça veut dire que est-ce qu'on peut vraiment respecter l'environnement tant que État, tant que société, si on ne respecte pas la femme qui représente l'environnement? Ça, c'est déjà une question. Si on regarde sur le plan racial, on voit par exemple le mouvement Black Lives Matter, on voit le mouvement Stop Asian Hate, je ne suis pas un virus, tout ça. Et donc, si on s'analyse, si on s'attaque
à ce genre de mouvement pour vraiment le décortiquer. Si on voit par exemple le mouvement de Black Lives Matter, c'est un mouvement pour réhumaniser les personnes noires et de vraiment souligner à quel point les personnes noires sont des êtres humains et qui font face à des barrières, des obstacles, on a besoin de comme les démanteler à travers plusieurs moyens, par exemple, définancer les policiers pour répandre les finances à d'autres parties de société. Si on prend ça, on a dans la culture commune, on a aussi l'habitude en anglais, on dit black code. So, en français, je crois que ça veut dire plutôt donner un élément d'identité noire à la nature. So, par exemple, si on voit comme les animations, les séries, les télés, souvent s'il y a, par exemple, le pouvoir magique lié au sol, lié à la terre, les personnes qui le représentent soit noires ou soit on voit les éléments des cultures noires, des cultures africaines intégrés là-dedans, des cultures autochtones aussi. Et donc, encore, si on est dans une société qui a du mal à respecter ce genre-là, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre relation avec l'environnement? Puis ici, c'est une question de comment on produit des connaissances, parce que ça, c'est aussi l'autre affaire avec l'université, avec l'éducation, sur le collège, l'université, l'éducation postsecondaire en général. C'est une question de production de connaissances. Donc, moi, quand j'ai fait mes études, toujours, les études pédagogiques étaient toujours les études pédagogiques scientifiques, occidentaux, et c'est bon de l'avoir. Mais aussi, étant donné qu'on est sur des terres autochtones, on a mentionné ça dans notre reconnaissance des territoires, on est sur des terres autochtones, il faut qu'on soit capable aussi de profiter de ce genre de savoir et de connaissances, parce que ça, c'est des gens qui ont habité sur cette terre depuis temps immémoriaux et qui s'intégraient dans l'écosystème. Puis aussi, étant donné que le Canada se vante comme le pays le plus multiculturel au monde, ça c'est un de nos forces, on est le pays le plus multiculturel au monde, mais on n'est pas capable de prendre d'autres cultures sauf l'Europe, ça pose aussi un problème. Et donc, je crois que, pour me résumer un peu, je crois que l'importance vraiment qu'on parle de le partage de connaissances, quand on parle de l'éducation, c'est important de s'éduquer de plusieurs moyens, de s'éduquer de plusieurs perspectives pour qu'on puisse marier toutes ces perspectives pour avoir les meilleurs résultats, les meilleurs outcomes. Parce que jusqu'à date, on a toujours utilisé un moyen d'éduquer les gens et ça a mené à un moyen de faire les choses. Et c'est pas suffisant. Comme Andréane a mentionné, c'est juste pas suffisant. C'est comme mettre un pansement sur une blessure. On a besoin aussi de les nettoyer, on a besoin de les guérir. C'est pas suffisamment de juste mettre un pansement. So, ouais, je crois que ça c'est ma réponse. Merci beaucoup, Chuck. Ça me fait penser en quelques minutes, quelques secondes, à Boucar Diouf, qui est un humoriste scientifique au Québec et qui provient du Sénégal, qui a dit le modèle de la végétation est fort important parce que c'est un modèle collaboratif. Donc, on va avoir besoin beaucoup de leaders collaboratifs dans nos sociétés pour amener tous ces défis-là à les réaliser. Alors, je pense que je cède la parole maintenant à Normand, je crois. Il est médical. Oui, certainement. Avec plaisir. Écoutez, on reçoit des questions sur Slido. Je vous invite à continuer à nourrir notre page. C'est une question qui est vraiment intéressante et je vais la poser d'abord à Jacqueline parce qu'on va parler du rôle des gouvernements maintenant. Quelle est la perception que vous avez chez vous de ce qui se passe chez nous quand on parle des ODD, Jacqueline? Moi, je peux que parler pour mon point de vue personnel, mais on sait que beaucoup d'universités et de collèges en Amérique du Nord sont beaucoup plus avancés, entre guillemets, sur les questions environnementaux, parce que vous travaillez dans les universitaires, surtout sur les Green Campus et des choses comme ça. Mais je n'ai pas d'avis arrêté sur comment ça se transforme concrètement. Je pense que des auditeurs ont bien dit que c'est pas suffisant, ça va pas assez vite, c'est pas assez intégré. Moi, en venant d'une école de commerce, c'est ma mission pour transformer vraiment la culture de cette institution et ce que les étudiants portent avec eux quand ils partent pour créer des entreprises ou pour travailler dans les entreprises. Ils sont pas là pour juste
être des employés ou des outils ou remplir une fonction ou juste être leader, mais c'est pour amener tout ce qui est de leurs valeurs, leurs espoirs, et d'être citoyen au sein de l'entreprise. Donc, ça rejoint cette question politique et gouvernementale, qu'on n'est pas simplement employé, mais on est un être humain entier et qu'il faut qu'on travaille globalement sur ces questions dans tous les pays dans lesquels on se trouve, parce que nous sommes une école très internationale aussi, donc nos étudiants vont se retrouver dans tous les pays du monde. Mais pour revenir sur la question au Canada, je dirais qu'on n'a pas beaucoup de visibilité et il nous faut beaucoup plus d'échanges justement sur ces questions-là pour qu'on interagisse et qu'on partage les bonnes pratiques sur ces questions-là, que ça soit au niveau gouvernemental ou sociétaux ou même au niveau de l'éducation. On a parlé beaucoup du rôle des institutions, des collèges, et Andréane, vous étiez très sévère à l'endroit du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire différemment alors pour pousser encore mieux les ODD, à votre avis? Alors, absolument, je pense que le gouvernement a un rôle incroyablement important, en fait, parce qu'on a tendance à déplacer la responsabilité ou même la culpabilité sur des comportements individuels, alors que si on regarde réellement les mesures d'impact, le gouvernement a le pouvoir de mettre en place des structures qui facilitent l'adoption de comportements, effectivement, qui sont plus faciles. Et ça permet aussi de s'assurer qu'on n'est pas en train d'accroître les inégalités sociales par des mesures environnementales. Donc, à travers ça, on est capable de revaloriser les droits territoriaux autochtones. On est capable de s'assurer qu'effectivement, les communautés qui sont le plus impactées par les changements climatiques ne sont pas celles qui vont payer le plus cher et qu'on s'assure que réellement il y a un accès en matière de transport collectif, par exemple, que les mesures mises en œuvre sont réellement antiracistes et assurent une plus grande mixité sociale, une plus grande l'accès à certains facilitateurs. On se rend compte effectivement si le fardeau de devoir prendre les transports en commun pour une mère monoparentale qui jongle 2 emplois, elle ne pourra pas nécessairement faire son dentifrice à la maison le dimanche. C'est important de s'assurer qu'on est capable de créer des grands facilitateurs d'échelle et ça au niveau des gouvernements, on est capable de mettre en place des politiques publiques qui vont faciliter des meilleures pratiques et aussi faire payer les plus grands responsables de la crise climatique et de s'assurer qu'effectivement les changements au niveau structurel sont mis en œuvre et aussi qu'on a une certaine forme d'imputabilité. Et attention, ça se passe au niveau domestique, donc qu'est-ce qui se passe au Canada, mais ça se passe aussi par rapport à la juste part du Canada au niveau international, parce que cette juste part comme pays qui pollue énormément, elle se traduit aussi dans des fonds d'adaptation et de résilience qui doivent être distribués à d'autres pays. Donc, on se rend compte comme ça que les gouvernements qui nous représentent en fait dans un système démocratique peuvent en faire plus, peuvent agir à la hauteur de la crise et ont aussi les moyens de répondre à leurs propres engagements qu'ils ont eus dans notamment la signature de l'accord de Paris. Donc, beaucoup de choses peuvent être faites au niveau gouvernemental et ça passe notamment par, comme on en parlait, l'adoption d'un projet de loi comme C12 ambitieux qui assure une imputabilité du gouvernement. Est-ce qu'on sent cette implication, Nathalie, du gouvernement lorsque vient le temps d'implanter, par exemple, des projets comme vous le faites à Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce que vous vous sentez seul ou est-ce que vous sentez cet appui? Je pense que Nathalie n'a pas entendu ma question peut-être. Est-ce qu'on sent si je pose la question à Chuck, par exemple, Chuck, est-ce qu'on sent que le gouvernement est quand même présent et qui fait ce qui devrait être fait, comme Andréane le disait? En effet, c'est quand même intéressant parce que je viens d'Alberta. Et donc, ce qui est vraiment intéressant est l'implication du gouvernement à l'échelle socioculturelle. Andréane a vraiment très bien parlé du côté politique, et le côté politique est très, très, très important, mais c'est également important de créer comme un changement, une transition socioculturelle. En Alberta, par exemple, on se définit comme la province pétrolière. Ça, c'est une partie de notre identité. C'est chacun de nous a un lien avec le secteur pétrolier. Soit c'est notre premier emploi, c'est un membre de notre famille travaille là-bas, c'est la manière qu'on a généré l'argent, tout ça. Pendant le gouvernement de NPD, qui était le gouvernement juste avant notre gouvernement actuel,
on a vu une transition où le gouvernement NPD essaie de nous définir en tant que la province d'énergie. Pas la province de pétrole, mais la province d'énergie. Commencer de l'investir dans l'énergie verte et d'essayer de commencer la transition des ouvriers du secteur pétrolier au secteur d'énergie verte. Ils ont subventionné ça, tout ça. Et on a commencé à se redéfinir en tant qu'Albertains, en tant que les gens d'énergie. Puis, quand on a eu notre nouveau gouvernement, ils ont retourné à l'ancienne définition d'être Albertain qui est en province pétrolière. Et en faisant ça, on a vu à quel point les gens sont accrochés à l'industrie du pétrole parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre être. Mais ça reste quand même que ces gens-là adorent l'environnement, ces gens-là, fait le recyclage, ces gens-là vont défendre le parc provincial, le parc national, ces gens-là vont explorer la nature, tout ça. Donc, on voit à quel point un gouvernement peut changer la trajectoire d'une province selon même juste ses propos. Donc, est-ce que le gouvernement fait assez? La réponse est en effet non, parce qu'on ne se sent pas ce changement culturel. On voit un changement de la population. On voit les jeunes qui mènent à la lutte contre la crise climatique, le mouvement pour la justice sociale, le mouvement pour toutes ces autres affaires. Mais on ne voit pas un gouvernement qui accroche là-dessous et qui donne des paroles qui disent ben, le Canada, on est un pays comme ça, on va viser comme ça, on va tourner dans cette direction. On voit plutôt un gouvernement qui essaie de rendre tout le monde heureux et en faisant ça, personne n'est heureux. Nathalie, je vous repose la question que je posais tantôt. Est-ce que vous vous sentez seul lorsque vient le temps de mettre sur pied des programmes ou vous sentez un appui au-dessus des gouvernements, par exemple? Mais ce que je constate, en fait, c'est qu'on a un rôle de pédagogue également dans toute cette question-là du développement durable. Et ce que je constate également, c'est le partage pratique. On a des forums d'échange avec le groupe de travail Impact sur le développement durable avec SICAN, qui est piloté par SICAN. Plusieurs collèges échangent. Donc, notre conseillère en développement durable travaille avec en partage avec ces collèges-là. Et il y a une lettre qui a été envoyée justement à l'honorable Catherine McKenna, donc une lettre pour demander un engagement audacieux en programme 2030 et de l'action climatique, un rôle de leader, je crois, en tant que collège et institut au Canada pour jouer pleinement notre rôle, mais pas juste de pédagogue, de leader transformationnel également. On a au niveau du réseau québécois, donc les 48 cégeps, on a eu un rapport sur le portrait de l'écologisation au Québec. Et donc, on va faire la promotion et on va avoir des objectifs. Alors, pour le moment, je vous dirais qu'on ne se sent pas seul, au contraire, on est en train de faire des arrimages, des alliages et de ramener ça en tant que réseau, je vous dirais, global au niveau canadien. Alors, on espère bien que les gouvernements vont être de la partie et qu'ils vont être proactifs dans toute cette démarche-là. Quels sont et on approche de la fin de notre émission, mais je pose la question à Jacqueline. J'imagine que les outils sont les mêmes. Quels sont les outils dont on a besoin pour poursuivre et aller encore plus loin dans ce développement des objectifs de développement durable? Ben justement, ça m'inspire beaucoup ce que Nathalie vient de dire, parce qu'en France, on est organisé en réseau de responsables de développement durable dans les établissements d'enseignement supérieur, et on travaille justement pour plaidoyer, pour mettre la pression, pour apporter des solutions et montrer la voie de notre collectivité et nos réseaux qui sont fédérés autour de cette transition qui doit venir. Donc, je pense que c'est important de continuer à se mobiliser parce qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot en réseau, de plaidoyer pour ces changements, de soutenir la jeunesse par la pédagogie, par l'éducation, pour que leur voix continue à être portée, pour qu'ils sont là pour garantir la transparence et la vraie transformation à venir dans tous nos pays et qu'on continue à rester interconnectés au niveau international pour amplifier ces voix pour ces transformations globales qui doivent avoir lieu.
Andréane, quels sont les outils dont on dispose ou qu'on devrait avoir pour nous permettre d'aller encore plus loin? Absolument. Ben, en fait, un outil que je recommande de point de vue collégial, nous, on a un programme qu'on a mis en œuvre qui s'appelle les campus de la réalité climatique, qui vise à outiller des étudiants sur des campus où il n'y a pas déjà d'initiatives préexistantes et à développer des campagnes qui sont adaptées à la réalité de leur propre collège ou leur propre institution postsecondaire pour justement accélérer la transition, accompagner l'équipe administrative et l'ensemble de la communauté collégiale à faire cette transition et aussi les mettre en réseau avec d'autres initiatives étudiantes qui sont brillantes et qui fonctionnent très bien à travers le Canada pour justement s'assurer qu'on réduit le fossé, notamment régional, entre des campus où il se passe beaucoup de choses. Vous donniez l'exemple de Dawson, définitivement le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu également pourrait en être, avec d'autres cégeps ou d'autres institutions postsecondaires où ça ne se passe pas et de s'assurer que ces meilleures pratiques et cette mise en réseau se passe, le partage d'outils également. Alors, c'est les campus de la réalité climatique et vous pouvez aller découvrir l'initiative sur notre site web si jamais ça peut intéresser votre campus. Oui. Et vous êtes beaucoup sur le terrain, Andréane. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Sentez-vous que ça se passe? Absolument. Alors, en fait, je pense que ce bouillonnement témoigne du fait et ce niveau de responsabilisation de toutes les parties prenantes. Alors, le fait qu'on ait cette conversation-là, que les institutions postsecondaires soient mobilisées et réfléchissent comment on arrive à faire rayonner les ODD à notre échelle, témoigne et aussi le niveau de mobilisation de la jeunesse qui nous interpelle pour dire non, mais on ne peut pas leur laisser ce fardeau-là. On doit collectivement réfléchir aux solutions ensemble et les mettre en œuvre, témoigne qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut agir. Encore une fois, toutes les solutions, on les a. Ce qui se passe en ce moment, c'est de s'assurer qu'elles sont réellement mises en œuvre et qu'on est capable de s'assurer de leur impact. Donc, on est sur la bonne voie et on doit mettre les bouchées doubles, par contre, pour y arriver. Jacques, est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, en effet. Moi, je dirais pour comme le point juste comme retenir pour les outils là comme utiliser. Moi, je dirais, la première chose est comme savoir la vraie histoire de notre pays. Il faut connaître comme l'histoire complète et non censurée du Canada afin de mieux comprendre la différente réalité dans laquelle les Canadiens de plusieurs identités vivent. Il faut savoir quand tu fais un message, quand tu fais une activité, quand tu fais un événement, quand tu essaies de lutter contre le changement climatique, il faut savoir à qui est destiné votre message ou vos efforts. Et c'est important de savoir ça parce que de dire mes efforts sont pour tout le monde, ça fait en sorte que ça laisse à côté les gens les plus marginalisés dans notre société. Donc, c'est important d'être capable de savoir et d'être capable d'interroger à qui est destiné nos efforts et nos messages pour qu'on puisse savoir qui on manque à travers nos efforts et comment on peut le cibler. Je dirais qu'il faut diversifier nos discussions de planification. Donc, j'encourage chaque association étudiante, en particulier les associations étudiantes, mais aussi à chaque collège, chaque institution qui essaie de lutter contre le changement climatique et d'agir pour l'environnement, de vraiment faire en sorte que la discussion soit diversifiée. Donc, il faut inviter l'association caribéenne de ton école. Il faut inviter l'association des commerces. Il faut inviter plein de gens pour que tout le monde soit à la table parce que c'est une discussion qui a besoin d'être vulgarisée. Ça, c'est pas juste la responsabilité de l'association pour le climat. Ça, c'est la responsabilité de l'ensemble de la société. Et donc, tout le monde va avoir de différentes moyennes et de différents chemins d'impact. Moi, je dirais aussi il faut se tenir à l'écoute. Donc, il faut être capable d'écouter les gens sans jugement, d'écouter les gens pour reconnaître les perspectives afin de savoir la meilleure manière de les soutenir et de les mener, de tenir les mains pour encourager un changement. Parce que le changement socioculturel, le changement économique, c'est effrayant pour les gens. Et donc, c'est important d'être capable de se tenir à l'écoute pour mieux comprendre le peur de certaines personnes pour qu'on puisse avancer ensemble et pas avancer à deux pas. Puis, être ouverte à la rétroaction. Ça, c'est le seul moyen de savoir qu'on est en train d'améliorer. C'est toujours être ouverte à la rétroaction. Et la dernière chose de mon côté, vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. On a déjà parlé à travers cette belle émission que
qu'il faut avoir des partenariats, il faut former des partenariats. Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui se sentent tout seuls. J'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent se sentent isolées parce que souvent, ça mène à l'éco-anxiété, ça mène à des sentiments d'impuissance. Et ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas toute seule. Il y a plein d'autres personnes qui aimeraient agir. Et donc, il faut juste soutenir la communauté, trouver une communauté. Absolument. Il y a des belles choses. Je dois vous interrompre, Chuck, parce qu'on est rendu presque à la fin de l'émission. Andréane Parent, Chuck et Jacqueline Rosebrook-Collignon, je vous remercie mille fois de votre participation. On va retrouver Denise en fin d'émission. Nathalie, on peut tout résumer ce qu'on vient d'entendre par un mot, j'ai l'impression, c'est éducation. Carrément. C'est la clé, Donc, ça... effectivement, et coopération et collaboration. Oui, tout à fait. Et Denise, c'est le code. Oui. Moi, je répéterai pas les mots qui ont été dits. Le seul que je vais ajouter, c'est l'importance de tenir compte des différentes cultures, des différentes perspectives. Et puis, j'ai beaucoup aimé le message de Chuck à la fin. Vous n'êtes pas seul. Et j'en profite pour dire, si vous voulez vous impliquer dans des initiatives liées au développement durable ou liées aux ODD, écrivez-nous à CICAN et ça va nous faire plaisir de vous brancher avec un des groupes. Je sais qu'on va avoir des grosses annonces la première semaine de juin, alors soyez à l'écoute. Il y aura des belles possibilités pour encore plus d'implication. Merci beaucoup, Denise. Merci, Nathalie. C'était fort agréable cet échange aujourd'hui. Je vous souhaite de passer tous une agréable fin de journée. Chez vous, Jacqueline, c'est l'heure de l'apéro. Alors, levez un verre à notre santé. Merci. On devrait rejoindre à peu près 6 heures. Là, Chin-chin. Alors, je vous remercie beaucoup à tous. Je vous souhaite de passer, vous aussi, une excellente fin de journée. Restez en santé. Notre prochain rendez-vous aux Perspectives en direct, ce sera le 23 juin prochain. Nous allons parler des communautés autochtones. Je vous remercie. Au revoir. Merci à toute l'équipe. Salut.